Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'examen de physique du jury central CESS général de la première session de l'année scolaire 2022-2023. Alors, la première question, il s'agit d'une question de mécanique. Nous avons donc un traîneau de 40 kg qui est tiré sur de la neige avec une force de 200 N et on vous précise un coefficient de frottement cinétique de 0,3. La première question est de représenter les différentes forces sur le schéma. Et on vous dit que 3 forces sont attendues. Alors, la première force qu'il ne faut donc jamais oublier, c'est le poids de l'objet, donc toujours dirigé verticalement vers le bas. La deuxième force dont on parle dans l'énoncé, il s'agit de la force de traction, puisqu'on dit qu'on tire le traîneau avec une force de 200 N et on vous dit qu'on tire horizontalement. Donc cette force doit être dessinée horizontalement. Ensuite, moi je préciserai quand même la réaction du sol, qui est donc toujours dirigée perpendiculairement au sol et donc dans ce cas-ci est égale au poids, dirigée vers le haut, donc la force normale de réaction du sol. Et enfin, on précise qu'il y a un coefficient de frottement et donc il faut tenir compte d'une force de frottement que vous allez donc toujours dessiner opposée au mouvement, donc dans le sens opposé du mouvement. Et donc moi ici, je dessinerai 4 forces et non 3. Je pense que l'énoncé dit que 3 forces sont attendues puisque dans l'énoncé, on vous parle de manière indirecte ici du poids, de la force de traction et d'une force de frottement. Donc je pense qu'on attendait ces 3 forces-là au moins, mais pour que le dessin soit complet, moi je trouve qu'il faut aussi préciser la réaction du sol. Alors faites bien attention quand vous notez vos forces, de bien indiquer une notation vectorielle. Donc donnez un nom à vos forces avec une lettre et placez bien la petite flèche au-dessus qui indique qu'il s'agit d'une grandeur vectorielle. Par contre, si vous notez juste des lettres comme ça, il peut être bon de préciser une petite légende pour bien indiquer ce que chaque force représente. Donc G, c'est le poids du traîneau, T, la force de traction, etc. etc. D'accord? Comme ça vous permet de mettre les lettres que vous voulez, mais de bien indiquer la légende. Alors ici, on demandait de représenter les différentes forces sur le schéma, mais il n'est pas nécessairement précisé dans la question de respecter l'échelle. Dans certaines sessions, ils indiquent bien de respecter l'échelle. Ici, ce n'est pas précisé, donc je pense que vous n'êtes pas obligé de le faire. Néanmoins, si vous souhaitez respecter une échelle par rapport aux grandeurs respectives de toutes les forces, n'hésitez pas à le faire si vous êtes à l'aise avec ça. Puis ensuite, on vous demande de calculer l'accélération du mouvement. Alors l'accélération, vous allez pouvoir la calculer grâce à la loi de Newton, F égale ma, ou plutôt ici, R, la résultante, est égale à M fois A. Alors cette résultante, ce sera une résultante purement horizontale, c'est pour ça que j'ai écrit mon équation sans les petites flèches vectorielles, puisque G et N s'annulent, il ne reste que des forces horizontales, et donc cette résultante sera tout simplement la différence entre la traction, ici la force de traction, et la force de frottement. Alors cette force de traction, celle-là elle est donnée, c'est facile, c'est 200. Par contre, pour la force de frottement, il faut se rappeler qu'une force de frottement se calcule donc grâce à ce coefficient de frottement et qu'on doit multiplier la réaction normale du sol par ce coefficient de frottement pour obtenir la force de frottement. Et donc cette réaction normale du sol, ici dans ce cas-ci elle est égale au poids et donc je peux utiliser dans ma formule pour la force de frottement le poids de mon objet, le poids de mon traîneau, c'est-à-dire 40 kg fois le petit g et puis fois le coefficient de frottement cinétique pour avoir la valeur de la force de frottement. On obtient 82 N et si on doit calculer le petit a après, il faut diviser cette résultante par la masse du traîneau et on obtient 2,1 mètres par seconde au carré. N'oubliez jamais de bien mettre vos unités lorsque vous faites un calcul d'une valeur numérique d'une grandeur physique. Deuxième question, question de graphique de mouvement, donc question de cinétique. On vous représente ici la vitesse d'un véhicule en fonction du temps et on vous demande de décider le graphique. Alors lorsque vous devez dessiner un graphique, votre axe horizontal, votre axe vertical, mais n'oubliez pas de toujours bien indiquer la légende. Vous devez dire ce que ces axes représentent. Donc ici, nous avons bien le temps et vous devez préciser l'unité dans laquelle la grandeur sera exprimée dans ce graphique. Et donc évidemment, ici, il est logique de prendre la même échelle qu'ici. L'axe vertical sera la position, et donc là, moi, j'indique kilomètres. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait un petit raisonnement dans ma tête. Je vois que j'ai un véhicule qui a une vitesse de 10 mètres par seconde pendant 30 minutes. Donc ici, attention, on précise dans l'énoncé, être attentif aux unités. Donc ne vous laissez pas avoir, il s'agit de 30 minutes, donc 1800 secondes. Et donc si votre véhicule roule à 10 mètres par seconde pendant 1800 secondes, il parcourra 18 000 mètres, donc 18 km. Et donc l'unité la plus adaptée ici pour votre graphique, c'est bien le kilomètre.
Alors ensuite, vous placez vos graduations. Hein, ici, pour le temps, vous prenez les mêmes que dans le premier graphique. Et puis, vous pouvez commencer à dessiner. Une vitesse constante, ici, ça veut dire un MRU, et donc la position va augmenter de manière linéaire jusqu'à cette valeur de 18 km que j'ai déjà calculée. Ensuite, la vitesse tombe à 0, c'est-à-dire que votre véhicule reste immobile et donc va maintenir sa position de 18 km pendant les 30 minutes suivantes. Alors, un petit vrai ou faux, toujours des histoires de mouvement. On fait tourner une pierre au bout d'une corde. Lorsque la corde se casse, la force centrifuge repousse la pierre vers l'extérieur. Donc ça, c'est le piège classique. Attention, il n'y a pas de force centrifuge. Si la corde casse, la pierre va continuer sa trajectoire tout droit. Et donc là, c'est faux. La Lune sur son orbite subit constamment une accélération dirigée vers la Terre. C'est vrai, pour avoir une orbite circulaire, vous devez toujours avoir une accélération dirigée vers le centre et donc également une force dirigée vers le centre, la force centripète. Donc un mouvement circulaire est uniforme quand l'accélération est nulle, mais c'est faux, puisque je viens de dire pour avoir un mouvement circulaire, il vous faut une accélération vers le centre. Donc cette accélération ne change pas la vitesse, la valeur de la vitesse, mais bien la direction de la vitesse, d'où l'incurvation de l'orbite. Il peut y avoir une accélération même lorsque la grandeur de la vitesse est constante. Eh bien c'est vrai, si l'accélération est perpendiculaire à la vitesse, la valeur de la vitesse ne va pas changer, mais simplement sa direction, comme c'est le cas dans un MCU. La vitesse est un vecteur qui est toujours dirigé dans le sens du mouvement, ça c'est vrai, toujours dans le sens du mouvement, toujours tangent à la trajectoire. Et sur un carrousel, chaque enfant est soumis à une force centripète. C'est obligatoire, sinon aucun enfant n'aurait une trajectoire circulaire. Dès qu'il y a une trajectoire circulaire, il doit y avoir une force centripète. Question suivante, on passe aux ondes et aux oscillations. On vous parle de propagation d'une onde le long d'une corde avec une vitesse qui est donnée dans l'énoncé. Et on vous donne un graphique, faites bien attention, lisez l'énoncé, mais surtout regardez votre graphique. On vous parle d'un graphique ici d'une évolution en fonction du temps. Donc ce que vous allez pouvoir lire sur ce graphique, c'est la période. Donc la période, je veux dire, mathématique de cette sinusoïde correspond en fait à la période temporelle de l'oscillation. Et vous pouvez donc lire ici sur le graphique, en fonction de l'unité qui est donnée là, que cette période est de 2 secondes. Alors on vous donne la vitesse dont vous connaissez la formule. Hein, la vitesse d'une onde, c'est la longueur d'onde divisée par la période, et ça vaut 4 mètres par seconde, c'est dit dans l'énoncé. Si vous devez calculer lambda, il suffit de faire V fois T. Vous connaissez ces deux grandeurs et vous obtenez 8 mètres. Question suivante, on vous parle de la longueur d'onde d'un son et on vous demande de cocher là où les bonnes réponses. Alors pour ça, gardez en mémoire donc cette formule, V est égal à lambda sur T, ou aussi lambda fois F, puisque la fréquence c'est l'inverse de la période. Et donc, tant que l'onde se propage dans le même milieu, cette vitesse est constante et donc une petite longueur d'onde ira avec une grande fréquence et donc ça veut dire un son aigu et ça veut dire donc une grande fréquence. Donc voilà deux bonnes réponses. Et là, vous devez être un petit peu attentif à ne pas tomber dans un piège. Cette question, elle est sur 3. Alors quand une question de ce type-là est sur 3, c'est qu'en général, il y a 3 bonnes réponses à donner et donc là, il vous en manque une. Le petit piège ici, c'est de dire que cette vitesse est constante, ce qui est vrai tant qu'on reste dans le même milieu. Hein, la vitesse du son dans l'air, c'est toujours la même. Par contre, la vitesse du son dans l'eau ou dans un autre milieu n'est pas nécessairement toujours la même. Et donc, lorsqu'on change de milieu, cette vitesse change et alors la longueur d'onde va changer avec. Et donc, il faut, je pense, également cocher cette réponse-là. Donc je n'en suis pas entièrement sûre parce que je n'ai pas vu de correctif qui me permettait de conclure ça, mais chaque fois qu'il y a un nombre de points associé à un nombre de réponses à donner de ce type-là, le nombre de points correspond au nombre de bonnes réponses. Donc je pense qu'ici, il fallait mettre la vitesse de l'onde est faible également comme bonne réponse. Exercice 6, cette fois-ci, on va parler de lumière. Et à nouveau, on vous demande de cocher là où les bonnes réponses. Et cette question était cotée sur 8. Donc, il y a 8 bonnes réponses à donner parmi les 5 questions. Pour répondre à cette question, il faut bien avoir ce spectre électromagnétique en tête. C'est là-dessus que vous allez trouver toutes les réponses. Tout d'abord, la lumière visible est une onde électromagnétique, évidemment. Et c'est une onde
transversale, donc toutes les ondes sont soit longitudinales ou transversales. Donc là, de toute manière, il faut cocher une deuxième réponse, soit longitudinale, soit transversale. Et donc rappelez-vous qu'une onde électromagnétique, eh bien, c'est une onde où nous avons un champ électrique perpendiculaire au mouvement et un champ magnétique également perpendiculaire au mouvement qui varie. Et donc il s'agit bien d'une onde transversale. Alors, les ondes GSM ont une longueur d'onde. Alors, les GSM, ce sont des micro-ondes. Et donc, vous voyez ici votre axe de longueur d'onde. Et on vous dit que les ondes GSM sont plus petites que la lumière visible. Ben non, vous voyez cet axe I. Les micro-ondes qui sont ici ont une longueur d'onde plus grande que le visible, plus grande que les UV, plus grande que les rayons X. Et donc, ça veut dire qu'il fallait cocher ces deux réponses-ci. La vitesse des ondes ultraviolets est, eh bien là, évidemment, toutes les ondes électromagnétiques ont la même vitesse indépendamment de leur longueur d'onde. Et donc, les UV ont la même vitesse que la lumière visible. Ensuite, on vous parle de la fréquence des ondes infrarouges. Voici les infrarouges. Attention, l'axe des fréquences. Et eh bien, les fréquences des infrarouges sont plus petites que le visible, plus petites que l'UV, que le rayon X, que le rayon gamma. Et donc, il fallait cocher ceci et ceci. Et ensuite, on vous demande la valeur de la vitesse de la lumière. Eh bien là, il faut faire attention aux ordres de grandeur et surtout aux unités. La bonne réponse, c'est 3 × 10 exposant 8 mètres par seconde. Et les autres valeurs ne sont évidemment pas du tout équivalentes. 340 mètres par seconde, c'est le son. Et puis ici, ben, il y a un problème d'ordre de grandeur et d'unité qui pourrait vous induire en erreur. Et vous remarquez bien qu'il y a bien 8 flèches, 8 bonnes réponses, parce que la question était sur 8. Alors, on passe au rayonnement radioactif. On vous donne une description et vous devez déterminer si de quel rayonnement il s'agit, donc alpha, bêta ou gamma. Donc, première indication, le champ magnétique n'a aucune influence sur lui. Un champ magnétique va dévier des charges. Et donc, si le champ magnétique n'a aucune influence sur le rayonnement dont on parle, c'est qu'il s'agit d'un rayonnement gamma, puisque alpha et bêta sont tous les deux chargés. Il est incurvé fortement du côté des charges positives dans un champ électrique. Donc s'il est attiré par les positifs, c'est qu'il est négatif. Il s'agit du rayonnement bêta, et où vous pouvez préciser bêta-. Il est constitué de particules de charge plus 2. Il s'agit alors du rayonnement alpha, qui est constitué de noyaux d'hélium contenant 2 protons, donc charge plus 2. Et il faut un écran de plomb pour l'arrêter. Il s'agit du rayonnement gamma. Le rayonnement alpha est arrêté par une feuille de papier. Le rayonnement bêta est arrêté par quelques millimètres d'aluminium. Il faut plusieurs centimètres de plomb pour arrêter un rayonnement gamma. Alors, ensuite, une petite équation de transformation radioactive. On vous parle du carbone 14, donc la datation au carbone 14, et on dit que le carbone 14 est produit par l'action des rayons cosmiques sur l'azote de l'air. Et on vous demande de compléter cette réaction. Alors, dans cette réaction, vous voyez ici un neutron qui provient des rayons cosmiques, et ici, vous voyez un noyau d'azote. Il faut avant tout compléter cette notation du noyau avec le nombre atomique qui est là. Donc, l'azote compte 7 protons. Alors pourquoi est-ce que vous devez avoir ça? Parce que vous allez devoir assurer la conservation de la masse et la conservation de la charge électrique dans votre réaction. On vous dit que cette réaction produit le carbone 14, donc un des éléments que vous devez écrire ici, c'est le carbone 14, avec sa notation complète. Donc le carbone qui a une masse de 14, mais qui a un numéro atomique de 6, puisque le carbone a 6 protons. Et là, vous devez regarder ce qu'il manque dans cette réaction pour que la conservation de la masse et la conservation de la charge soit respectée. Vous avez au total ici 7 charges positives, et là il y en a que 6. Donc obligatoirement ici, vous devez écrire quelque chose qui porte une charge positive, donc c'est-à-dire un proton. Au niveau de la masse totale, vous avez ici donc un nucléon, ici 14 nucléons, donc au total 15. Et ici, vous en avez 14, donc il en manque un, il s'agit du même proton. Donc en fait, ce qu'il vous manque ici, c'est un proton. Et un proton, eh bien c'est simplement un noyau d'hydrogène. Question suivante, un petit peu de la théorie. On vous demande de préciser la différence entre fusion et fission nucléaire. Donc là, à vous de connaître votre théorie et surtout de pouvoir l'exprimer correctement. Voici par exemple une proposition. Lorsque deux noyaux atomiques s'assemblent pour n'en former qu'un seul plus grand, on parle de fusion nucléaire. Lorsqu'un noyau atomique lourd se scinde en deux ou plusieurs noyaux plus petits, on parle de fission nucléaire. Alors je pense que juste ces deux phrases-là suffisent amplement pour avoir les points, mais vous pourriez éventuellement ajouter
que les deux phénomènes s'accompagnent d'une libération d'énergie, mais que l'énergie libérée dans la fusion nucléaire est plus importante que dans la fission. Puis on vous demande d'expliquer ce que c'est que le défaut de masse. Alors le défaut de masse, c'est la différence qui existe entre la somme des masses des nucléons d'un noyau atomique et la masse du noyau lui-même. Donc si vous prenez la somme de tous les éléments qui constituent un noyau, vous obtiendrez plus que la masse du noyau lui-même. Et cette petite différence, c'est ça qu'on appelle le défaut de masse. Et ce défaut de masse se retrouve sous forme d'énergie, suivant le principe d'équivalence masse-énergie d'Einstein. Je pense que pour avoir les points, la première phrase suffisait. Mais si vous mettez la deuxième, vous aurez certainement les bonnes grâces du correcteur. Exercice suivant, un peu de cosmologie, un texte à trous et il faut le compléter. Donc il y a 15 milliards d'années à l'origine, la totalité de la matière était contenue en un point. On doit imaginer une sorte d'explosion appelée Big Bang. Une seconde après, l'univers était encore très chaud. La diminution de la température liée à, moi je mettrai ici l'expansion, on pourrait peut-être écrire l'explosion aussi, puisque quelque part l'explosion mène à une expansion, donc pour moi les deux sont corrects. Donc la diminution de température a permis aux protons et neutrons de se former. Grâce à la force nucléaire, les nucléons se combinent pour former les noyaux d'hélium. Donc c'est bien la force nucléaire qui maintient les nucléons ensemble à l'intérieur d'un noyau. La température diminue encore et cette fois c'est la force électromagnétique qui entre en jeu. Des noyaux capturent des électrons et forment des atomes. Et enfin la dernière question, alors cette question-là on dirait qu'il l'aime vraiment beaucoup puisqu'elle apparaît dans cet examen-ci, mais elle apparaît également dans l'examen des deux sessions suivantes. Donc on vous demande de calculer la masse de la Terre en s'aidant du rayon de la Terre et de la valeur de l'accélération de la pesanteur du petit g. Alors quel raisonnement faut-il suivre ici? Il faut tout d'abord partir de la force d'attraction gravitationnelle qui peut exister entre une masse m, placée à la surface de la Terre, et la Terre. Donc vous avez ici la masse m, la masse de la Terre, et la distance que l'on met ici, c'est le rayon de la Terre au carré, puisque je considère un objet m qui se trouve à la surface de la Terre. Donc ça, c'est la loi d'attraction gravitationnelle de Newton. Alors, s'il s'agit d'un objet qui est juste à la surface de la Terre, cette force n'est rien d'autre que le poids. Or, vous connaissez une autre formule pour le poids, c'est simplement m fois petit g, cette accélération de la pesanteur. Et donc, si vous comparez cette formule-ci à celle-ci, et que vous les égalisez, puisqu'il s'agit de la même grandeur, vous allez voir que vous allez pouvoir simplifier par petit m. Et vous trouvez une relation pour le petit g, qui sera la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre divisée par le rayon de la Terre au carré. Et c'est cette relation qui va vous permettre de calculer la masse de la Terre en utilisant la valeur de petit g, en utilisant le rayon de la Terre et en utilisant la constante de gravitation universelle. Donc vous voyez que tout ça correspond à l'énoncé. On vous donne le rayon de la Terre, on vous demande de considérer le petit g et dans les données, on vous précise la valeur de l'attraction gravitationnelle. Donc il suffit de modifier, de transformer la formule pour isoler la masse de la Terre, donc RT carré passe de l'autre côté, grand G aussi, de remplacer par les valeurs numériques. Faites bien attention, vous devez utiliser les unités du système international. Et donc ce 6400 km qui est le rayon de la Terre, vous devez absolument l'exprimer en mètres. Donc vous devez bien mettre 6,4 fois 10 exposant 6. Un petit tour de calculatrice et vous obtenez la masse de la Terre qui est 6 fois 10 exposant 24 kg. Voilà, j'espère que cette correction et ces explications sont claires pour vous et que cela vous aide dans votre préparation au jury. Mais bon travail à vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à très bientôt, j'espère dans une nouvelle vidéo.